Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la Fondation pour l'innovation politique. Bienvenue pour une discussion, un débat, une discussion autour du livre de Florence Hegel, Les droites en fusion, sous-titré Transformation au pluriel de l'UMP, et qui vient de paraître aux presses de Sciences Po. Nous allons discuter avec Florence Hegel, Alain Auffray et moi-même. Alain Auffray est journaliste politique à Libération. Florence Hegel, je voudrais le dire ici rapidement, est une spécialiste de sciences politiques, a écrit de nombreux textes sur les partis de droite, sur la droite, pas seulement, mais c'est quand même un domaine dans lequel tu es devenue quand même une spécialiste. Alors, tu es professeure à Sciences Po, directrice de recherche au Centre d'études européennes, et tu es aussi responsable du master sociologie politique comparée à l'école doctorale de Sciences Po. Un petit mot d'introduction pour ce qui me concerne, pour dire que cette discussion a lieu dans un cadre et dans un contexte singulier, un petit peu ironique aussi d'ailleurs. D'abord le cadre, parce que c'est la Fondation pour l'innovation politique, qui a été créée en 2004, mais qui a été pensée en 2002 par Jérôme Monod et Alain Juppé au moment où l'UMP était créée. Donc il y a un lien. Hein. Et même si aujourd'hui la Fondation pour l'innovation politique n'a pas de lien financier ou organique avec l'UMP, souvent la Fondation est présentée comme proche de l'UMP. Maintenant, il faudrait dire duquel quasiment. Même si à la Fondation, comme nous sommes une fondation nous nous présentons comme une fondation libérale, progressiste et européenne, on pourrait souhaiter que l'UMP soit plus proche de la Fondapol sur certaines questions qui nous paraissent importantes. Voilà. Donc c'est une petite référence amusée à cette situation. Le deuxième élément de contexte, il est évidemment la situation de l'UMP aujourd'hui, qui est dans une crise très spectaculaire dont personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant. Et d'ailleurs, dont le terme n'est pas fixé, le terme de cette crise ne semble pas fixé. Peut-être aurons-nous l'occasion d'y revenir. Mais il y a aussi un autre élément de contexte qu'il serait bon de pouvoir aborder à un moment ou à un autre ce soir, et qui est le contexte européen, puisque dans le travail de Florence Hegel, il y a une mise en perspective de cette droite UMP avec les droites européennes. Et il y a aujourd'hui en Europe un mouvement qui agite de différentes manières les droites de gouvernement, et puis des scènes qui sont singulières et souvent très spectaculaires aussi. Si je pense par exemple à la situation de la droite italienne depuis quelques jours, avec voilà, le nouveau retour de Berlusconi, ou bien au cas allemand, où Angela Merkel est dans la perspective de rejouer son élection, ou la situation de la droite britannique, ou espagnole. Enfin, il y a beaucoup de sujets passionnants qui touchent l'univers des droites en Europe. Et Florence Hegel inscrit aussi son travail dans ce comparatisme continental. Voilà ce que je voulais dire de façon très simple pour commencer. Nous nous sommes mis d'accord avec Florence Hegel pour lui passer la parole pour commencer. Et Florence Hegel va nous présenter en quelques minutes son travail, après quoi Alain Auffray et moi-même engagerons avec elle une conversation à propos de tel ou tel aspect de son livre, ou bien de tel ou tel aspect de la situation présente. Voilà. Merci beaucoup Dominique, et merci à la Fondapol de nous fournir l'occasion en fait de parler de ce livre. Je voudrais tout d'abord m'excuser parce que je suis grippée, malade, pas très fraîche, et donc je pense que ça doit se voir et peut-être s'entendre, mais voilà, j'espère que je serai quand même fraîche intellectuellement. Et puis vous dire trois choses en introduction. La première chose, c'est bien entendu que ce livre n'a pas du tout été écrit dans la perspective de ce qui se passe actuellement à l'UMP.
Hein, donc, quand j'ai écrit ce livre, je ne savais pas qu'il sortirait dans ce moment assez exceptionnel. Hein, on y reviendra. Et on en discutait avant cette séance. C'est vrai que je jouais sur le terme les droites en fusion. Fusion parce que le parti s'est fondé, ou s'est refondé, on pourrait dire, sur une fusion certes asymétrique, avec une domination des anciens RPR, mais une fusion quand même. Et puis, j'utilisais aussi ce terme de fusion en termes d'incandescence, puisque j'imaginais bien qu'après 2012, c'était un cycle qui se terminait, un nouveau cycle qui s'ouvrait de toute façon, et que ce nouveau cycle allait mettre le parti en fusion, au sens allez, ça allait chauffer, quoi. Ça allait, bon. Je n'imaginais bien évidemment pas la situation actuelle, et je mentirais en disant que j'avais tout prévu, hein, puisque, comme beaucoup, je ne l'avais pas prévu. Donc ça, pourquoi j'ai écrit ce livre, donc, si ce n'est pour prévoir la situation, c'était parce qu'il manquait vraiment très fortement un livre universitaire sur les droites françaises. Et on peut dire que depuis le très célèbre livre de René Raymond, qui quand même avait été publié dans les années 50, on n'avait pas de livre de synthèse sur les droites françaises. Alors, à la différence de René Raymond, moi j'ai opté pour une perspective très différente, puisque, comme vous le savez, René Raymond s'était intéressé à la permanence des traditions, des sensibilités de droite, et donc à ce qu'on peut appeler des droites intellectuelles, culturelles. Or, moi, ce que j'ai choisi d'observer, c'est les droites, mais à partir du parti politique. Hein, ce que ne faisait pas René Raymond, donc ça c'est une spécificité, en disant justement, on a un peu trop rapidement tendance à considérer que les droites sont rétives aux partis politiques, ne se sont pas vraiment acclimatées au phénomène partisan, mais en réalité, si on regarde les historiens, il y a eu des partis de droite, il y a eu des nombreux partis de droite, il y a eu des tentatives de faire des partis de masse, et donc il faut peut-être déplacer un petit peu la perspective et travailler véritablement sur cette association entre les droites et la forme partisane. Donc ça, c'était mon idée de départ qui décalait un tout petit peu le point de vue par rapport aux historiens. Il y a un problème de... Donc ça, c'était mon pari, et je ne croyais pas si bien dire, puisque c'est bien ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe aujourd'hui peut être analysé comme la difficulté du rapport entre les ambitions personnelles de droite et la forme partisane. Alors sinon, pour revenir sur les deux grandes tensions que j'ai pu analyser dans ce livre, et sur lequel on reviendra, je pense, en discutant plutôt de l'actualité. Dans le livre, je mets en avant deux types de tensions. Une première tension qu'on peut dire organisationnelle, qui concerne l'organisation, le parti. Et une deuxième tension qui est plutôt idéologique. Et je crois qu'on les retrouve aujourd'hui très fortement dans l'actualité de l'UMP. Alors, du point de vue organisation, ce qui s'est passé avec la création de l'UMP, je pourrais le résumer par cette formule, c'est que l'UMP a vraiment renforcé la forme partisane, et l'a renforcée en empruntant beaucoup au modèle entrepreneurial. L'UMP est devenue une entreprise politique assez efficace. Donc ça, c'est le premier point, j'y reviendrai. Mais cette professionnalisation, cet emprunt au modèle entrepreneurial ne s'est pas accompagné d'une très forte institutionnalisation. Et c'est ce qui explique peut-être ce qui se passe aujourd'hui. Alors, très rapidement, pour vous dire ce que j'ai derrière la tête quand je dis ça, l'UMP a quand même réussi à mobiliser énormément d'adhérents. C'est pour ça, c'est une exception en fait dans l'histoire de la droite récente. C'est-à-dire que entre 2004 et 2007, c'est-à-dire avant la victoire de Nicolas Sarkozy, le nombre d'adhérents a quadruplé. On est arrivé à des chiffres
qui n'existait pas hein, jusqu'à présent. On dépassait difficilement les 100 000 adhérents, et là, on est arrivé à des chiffres impressionnants de plus de 300 000. Bon. Cette grande mobilisation, elle s'est faite grâce à des techniques marketing, grâce à un relâchement du lien d'adhésion, grâce à la multiplication du management à l'intérieur du parti, en bref, grâce à l'emprunt de plein de techniques issues des entreprises. Et quand je parle de modèle de l'entreprise, c'est bien ça qui s'est passé à l'UMP et est devenue une machine entrepreneuriale assez efficace pour produire des adhérents. Hein, et on le voit. Mais parallèlement, elle est restée, et je peux dire restée parce que c'était déjà le cas avant, une institution faible. Alors, qu'est-ce qu'on dit en sociologie des organisations? Qu'est-ce qu'on met derrière cette idée d'institution faible? C'est en fait les règles, les codes, les normes qui régissent l'organisation ne sont pas très contraignantes. Hein, c'est-à-dire qu'elles changent selon les conjonctures et elles sont instrumentalisées par les acteurs. Et ça, c'est une caractéristique, en fait, de la droite française. C'est même, on peut dire, une caractéristique qui était déjà présente dans le gaullisme, hein, donc venant de cette branche-là, qui est que, certes, on a des statuts, mais ces statuts, ils nous contraignent assez peu, on peut les changer rapidement, on peut les instrumentaliser, et on a un rapport très souple, très relâché avec ces codes et ces normes. Alors, d'un certain point de vue, je n'avais pas du tout prévu ce qui s'était passé, mais en tout cas, c'est comme ça que je lis la situation actuelle. C'est-à-dire une entreprise très efficace en termes de mobilisation, et on le voit avec les adhérents qui prennent une place, et derrière, un déficit très fort de règles communes et de stabilité de ces règles. Et je pense que ce qu'on a vu de manière très forte et avec une sorte de miroir grossissant avec la rivalité Copé-Fillon, c'est toute cette question d'une institution faible et qui en particulier est très faible pour essayer d'ordonner, de stabiliser la compétition interne. Hein, parce que c'est aussi des partis qui étaient créés sur un modèle charismatique où on n'était pas dans une situation de compétition avec des gens qui avaient un poids qui représentait à part égale, en fait, deux parts du parti. Et donc, je trouve que c'est une grille de lecture, en tout cas une des plus, pour le moment, pertinentes de la situation actuelle, des règles instrumentalisées par les acteurs, des règles changées selon les conjonctures, et donc une institution faible. Deuxième tension, et je passerai peut-être un peu plus rapidement, c'est la tension idéologique, hein, qui aussi qu'on voit aussi affleurer dans l'actualité de l'UMP avec la rivalité Copé-Fillon. Ce qu'on a pu voir, surtout à partir de 2004, c'est bien une radicalisation idéologique de la droite française. Alors je sais que c'est ce thème de la droitisation, certains le remettent en cause, mais en fait, quand on regarde, quand on compare avec des indicateurs un peu fiables l'évolution des discours de Nicolas Sarkozy par rapport au discours de Jacques Chirac, quand on regarde précisément ces éléments un peu objectifs d'évolution, on se rend compte que la droite française en 2002 était moins à droite que beaucoup de droites européennes. Hein, était, si on compare dans les enquêtes européennes, et que ce qui s'est passé à partir de 2004, c'est, je dirais, soit une mise aux normes, si on considère les choses comme cela, en tout cas un mouvement de droitisation, non pas du tout sur les thèmes économiques et sociaux, puisque ça, le tournant, il a été pris en 1981 avec l'alternance, mais qu'il n'y a pas eu de grandes modifications depuis. Mais bien sûr, vous le savez, sur les thèmes culturels, d'identité nationale et d'immigration. Et ça paraît évident. Alors, ce qui est important et pourquoi j'ai parlé de tension, c'est parce que ce mouvement de droitisation s'est déroulé sur fond d'européanisation. C'est-à-dire que l'UMP a affirmé son ancrage et son intégration européenne jusqu'à présent.
Et donc il y a une véritable tension entre ce mouvement de droitisation sur l'identité nationale et le maintien de cette européanisation, l'affirmation depuis 2002, et qui s'est maintenue. Je vous rappelle que 3 ans avant la création de l'UMP, l'ex-RPR rejoint le groupe du Parti populaire européen. Donc c'est très récent. C'est très récent. C'est simplement 3 ans avant la création de l'UMP. Avant, le RPR était dans des petits groupes plus d'identité nationale au sein du Parlement européen. Donc c'est vraiment une évolution qui précède de quelques années la création de l'UMP. Et je pense que la création de l'UMP a renforcé cet élément avec le départ de beaucoup de souverainistes du parti. Donc ça débouche sur une question et sur une tension qui est quand même au cœur du positionnement de ce parti. C'est-à-dire d'un côté, si la droitisation sur les thèmes d'identité nationale se maintient, se renforce, et si une prise en compte des thèmes du Front National se renforce également, demeure quand même cette européanisation qui l'oppose très fortement au Front National. Donc un peu une tension idéologique de rapprochement d'un côté et de maintien d'un écart très fort. Et on le voit très fortement quand on regarde les positions idéologiques des sympathisants du Front National et des sympathisants de l'UMP. D'un côté, ils se rapprochent sur des thèmes identité nationale, immigration. De l'autre côté, ils restent très différents sur la question de l'Europe. Donc il me semble que ce qu'on... Pour m'arrêter là et pour entamer la discussion, il me semble que la lecture de ce qui se passe aujourd'hui à l'UMP, elle peut se faire avec ces 2 grilles d'analyse. Une grille d'analyse plus organisationnelle qui dit qu'est-ce qu'est devenu ce parti en tant qu'organisation, à la fois une entreprise de mobilisation très forte et une institution très faible. Et ça donne une clé de lecture de ce qui se passe aujourd'hui. Et l'autre débat est le débat plus idéologique, et qui est de dire où en est l'UMP d'un point de vue idéologique. Et je crois bien qu'il y a cette tension assez forte entre une radicalisation sur les thèmes d'identité nationale et une européanisation maintenue jusqu'à présent, très forte, et qui crée aussi une tension interne en termes idéologiques. Voilà. Alors, peut-être une première question, mais je reviens un petit peu au point de départ de ton livre, et même à la raison d'être du livre de Florence Hegel, qui porte sur le phénomène UMP, enfin l'objet UMP. Il y a on considère généralement que, et en France, et plus encore à droite, dans la tradition politique, il y a une grande difficulté à accepter l'idée de parti politique, qui est assimilée, d'ailleurs c'est dit dans le livre de Florence Hegel, qui est assimilée à une faction, l'agrégation d'intérêts particuliers qui se séparent de la communauté, une espèce de groupe de pression dont la légitimité n'est pas reconnue. Enfin, le parti politique n'est pas aimé dans la tradition politique française, mais à droite, je dirais encore moins qu'à gauche, ou pour des raisons assez différentes. La gauche peut entrer dans une philosophie de l'action par le parti. Donc la droite est très mal à l'aise avec cette notion-là. Elle a longtemps été, en tout cas. Et après la libération et la création de la Ve République ensuite, au fond, la droite néo-gaulliste ou gaulliste n'aimait pas cette idée. La droite gaulliste aimait le peuple, mais le parti non, on peut le dire comme ça. La droite démocrate chrétienne n'y parvenait pas. Elle y était parvenue dans le passé, elle n'y parvenait plus. La droite libérale n'a jamais su faire un parti efficace en France. Donc ce qui est très étonnant, c'est que le point de départ de ton travail, c'est au fond une réussite au sens objectif du terme. La création de l'UMP est une réussite en elle-même très surprenante. On ne voit pas bien les racines, en fait, de ce succès. Il n'y a pas de tradition partisane à droite. Il n'y a pas de... Sinon, à l'extrême droite, peut-être. Il n'y a pas de goût pour la culture partisane. Il n'y a pas d'appétence pour cela. Et il y a une pluralité de droite qui semble difficile à réunir au sein d'une même organisation.
quand on lit le livre de Florence Hegel, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'au fond, j'ai découvert un étonnement que je n'ai pas ressenti au moment de la création de l'UMP, c'est comment ce parti a-t-il pu voir le jour, parce que c'est très opposé à toutes ces traditions, à toutes ces pratiques et ces cultures-là. Et d'ailleurs, tu parles là d'une vraie rupture dans l'histoire des droites françaises. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, sur cette espèce de... Si la question est pertinente, tu vois, cette émergence tout d'un coup en 2002 d'un parti de droite dans un pays qui en a peu. Alors, deux choses. La première, c'est vrai qu'il y a cette relative incompatibilité supposée entre la droite et les partis politiques. En même temps, les travaux récents des historiens nuancent un tout petit peu ce constat en montrant qu'il y a eu, certes de manière un petit peu éphémère et par éclipse, mais il y a eu à droite des grands partis. La Fédération nationale catholique, l'Alliance libérale populaire. Il y a eu des partis de masse à droite qui ne se sont peut-être pas enracinés, mais qui ont existé, et que la préoccupation de faire un parti a toujours été quand même dans la tête des professionnels et des entrepreneurs de droite. Et qu'en particulier, d'ailleurs, ils avaient comme référence le Parti conservateur britannique au 19e et au 20e siècle, en essayant toujours de monter une organisation efficace. En même temps, il n'y arrivait pas vraiment. Donc, il y avait toujours une résistance d'un certain point de vue parce qu'il n'y arrivait pas. Moi, une des explications qui me semble forte, c'est de dire que tous ces partis, ou en tout cas c'est vrai pour le Parti gaulliste, ils sont quand même nés dans l'État. C'est-à-dire qu'ils ont été créés, et c'est vrai pour le Parti gaulliste, ils ont été créés au pouvoir, avec les ressources de l'État, avec le personnel de l'État, et en s'appuyant sur cette structure de l'État et de l'administration. Et donc, ça leur a, comme ils avaient ces ressources en termes de personnel, d'argent, de compétences, avec des hauts fonctionnaires, etc. Comme ils avaient ces ressources, ils n'avaient pas vraiment besoin de construire une contre-organisation. Et d'ailleurs, c'est aussi une explication pour leur faible institutionnalisation. C'est-à-dire qu'ils étaient très fortement ancrés, adossés sur l'administration et sur l'État, et qu'ils n'avaient pas besoin de se construire comme contre-organisation. Donc, c'est sûr que c'est un aspect important de cette faiblesse. Et c'est vrai que quand les partis de droite ont commencé à se dire qu'il fallait qu'ils construisent un parti politique, c'est quand ils ont connu l'opposition. Et le fait donc ça a mis beaucoup de temps, mais c'est aussi cette expérience de l'opposition et de la mobilisation en dehors de l'État qui les a amenés à faire un parti. Mais non, juste pour reprendre l'interrogation de Dominique, dans la courte histoire de l'UMP, et donc ce succès assez finalement mystérieux et inattendu, peut-être que pour le comprendre, il faut considérer qu'il y a une rupture en 2004. C'est-à-dire que l'UMP que Sarkozy construit à partir de 2004, elle n'a pas grand-chose à voir avec celle que Juppé avait pensée en 2002. Enfin, je fais cette hypothèse parce que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, alors on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est très compliqué, mais en gros quand même, on a un front qui refuse Copé pour des raisons arithmétiques, mais aussi parce qu'ils n'acceptent pas ce qu'il veut faire du parti. Et ce front, il va de Fillon à Juppé, en passant par Baroin et Le Maire, d'une certaine manière. C'est-à-dire, il me semble, je les vois un peu comme des héritiers d'une tradition gaulliste qui... Guémard m'avait dit une fois, il n'y a pas de droite pour moi, il y a une non-gauche. Voilà. Je me reconnais dans une non-gauche, il n'y a pas de droite. Je suis dans tel parti parce que c'est là que je trouve le plus de gaullistes, mais sinon j'irai dans un autre. Et c'est vrai que ces gens-là sont toujours, il me semble, dans le refus du parti tel que vous le définissiez à l'instant, comme une entreprise à fabriquer des militants, c'est ça. C'est pas leur truc, vraiment pas, et surtout pas celui de François Fillon. Et j'ai l'impression, je sais pas ce qui va se passer, mais que ce à quoi on assiste en ce moment, s'il faut donner du sens, c'est une très forte résistance. Ils n'acceptent pas cette évolution. Il se trouve qu'en plus, ils pensent que Copé n'a pas tout à fait gagné. Ça leur donne plus de force dans leur résistance. Mais j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Il y a quand même...
tout se passe comme si Copé poussait jusqu'à dans sa logique ce qu'avait initié Nicolas Sarkozy en 2004, et que voilà, il y a une espèce de coalition, je dirais, de néo-gaullistes de plusieurs générations d'ailleurs qui résistent. Je ne sais pas si c'est une bonne lecture, mais c'est un peu comme ça que je suis tenté de voir en vous entendant. Dans la création de l'UMP, Florence Hegel nous rappelait que les élites de droite avaient longtemps en tête le Parti conservateur britannique. Dans la création de l'UMP, le modèle, c'est la CDU allemande. Hein. Ouais. Et le Parti populaire espagnol. Et le Parti populaire espagnol, en effet. Qui sont à la fois deux grands partis, deux grands ensembles politiques extrêmement puissants et qui ont aussi réussi à agréger une pluralité de sensibilités. C'était ça aussi le point. Ça, c'était quand même dans le modèle 2002 de Juppé. Hein. Oui. C'est très constitutif, je trouve, de ce que, enfin, en lisant Florence Hegel, c'est très constitutif de l'UMP, ça. C'est même la thématique de la fusion, ça. Oui. Alors, là où vous avez raison, c'est où 2004 constitue une refondation encore, quoi, une petite refondation. Et d'ailleurs, Alain Juppé, quand j'avais fait un entretien avec lui, me l'avait dit. Il m'avait dit, là où j'ai vraiment échoué, c'est sur justement les adhésions et les adhérents. Ouais. Parce que quand Alain Juppé est arrivé, il a dû... gérer plein de choses, mais dans un temps court, puisqu'il est resté quand même que 2 ans à la tête du parti. Mais en particulier, il a dû gérer des fichiers qui étaient des fichiers très bricolés, en fait, venant des différents partis politiques. C'est-à-dire que... Et donc, il ne s'est pas vraiment occupé de cette question-là. Hein. Les démocraties libérales arrivaient avec une dot d'adhérents. En fait, c'était des adhérents qui étaient venus à un débat et qui avaient simplement signé sur une feuille. Ce n'étaient pas du tout des adhérents classiques de parti. Donc, ils arrivaient chacun avec leurs fichiers. Et ces fichiers ne représentaient pas, en fait, beaucoup de monde. Et donc, lui-même, Alain Juppé a avoué, disant, bon, ça, je n'ai pas pu faire du tout. Et c'est là où Nicolas Sarkozy a refondé l'UMP. C'est quand je vous ai dit, il a multiplié par 4 le nombre d'adhérents. Donc, de fait, c'est un nouveau parti aussi. Hein, quand on renouvelle comme ça le nombre d'adhésions, on en change la morphologie, on en change la sociologie également. Hein. Donc sur ce point-là, il a bien marqué une différence. Sur d'autres points, moins. Hein, sur d'autres points, moins, ça veut par exemple, sur les questions de l'objectif général de fusion, il est resté dans la continuité. Sur un autre point, il a marqué une différence, c'est sur la question des courants internes. Hein, c'est que, comme vous le savez, au début de 2002, parce que c'était une fusion et parce qu'il y avait des sensibilités très différentes, l'idée, c'était de mettre en place des motions, des courants. On en a eu un vote récemment, mais cette mise en place des motions a été ajournée pendant 10 ans. Hein, et nouvelle preuve a versé au dossier de la faible institutionnalisation. Donc c'était écrit dans les statuts, hein, ça n'a jamais été enlevé, mais c'était ajourné. Donc ça veut dire qu'on avait des statuts, mais qu'on ne les utilisait pas. Hein, donc c'est particulier. Et celui qui était très hostile, en fait, à cette mise en place des courants, c'est Nicolas Sarkozy. Hein, qui voulait pas cette organisation du pluralisme interne par courant et qui donc a créé d'autres moyens, hein, des contrats individuels avec différentes associations, avec différents groupes, comme avec le Parti radical, on en a vu des éléments, et qui n'a pas voulu de ce débat public autour des motions. Et d'un certain point de vue, la situation, quand on dit est-ce que Nicolas Sarkozy peut profiter, hein, à un moment donné, on pose cette question de la situation actuelle, il en est en partie responsable aussi, quand même. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même gel de la démocratie interne à l'UMP à partir de 2004. Hein, donc, et il y a un peu un retour du refoulé quand même, hein, gel de la compétition, gel d'émotions, pas de leader élu par les adhérents, tout était comme ça. Moi, j'ai dit, c'est un peu le château de la Belle au Bois dormant. Hein. Tout le monde s'endort. Et puis, à un moment donné, en 2012, on se réveille et bon, ça se passe moins bien que la Belle au Bois dormant. Il n'y a pas de... Avec d'ailleurs, avec la question posée, est-ce que c'est vraiment la démocratie qui s'est exprimée? Parce que c'est quand même la question. Et ça n'a pas l'air d'être évident pour tout le monde. C'est la dynamique aussi, je pense, de l'élection présidentielle 2007. Qui embarque les courants.
Non, c'est dès le début, en fait. Hein. Ils n'ont jamais été... Oui, oui. Mais enfin, est-ce qu'on peut imaginer que 2004, lorsque Nicolas Sarkozy devient le président du parti, 2004, 2005, 2006, la machine, elle se met en route pour gagner la présidentielle. Donc elle est moins réceptive peut-être aux impératifs de débat interne. Il y a un champion potentiel, c'est Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, il n'y avait pas de demande. Il n'y avait pas... Enfin, est-ce que c'est pas... Il y a toujours eu des demandes de la part des souverainistes. Hein, c'est pour ça qu'ils sont partis, mais, Dupont-Aignan. Mais bon, c'est pas... C'est peut-être marginal, mais c'était quand même... il y a toujours eu des demandes. Et après, ils ont surtout pas voulu réveiller le monstre. Hein. D'ailleurs, ils ont peut-être eu raison, mais réveiller le monstre de la compétition interne. Et c'est vrai que quand il a été réveillé, ça s'est mal passé. Hein. Ouais. Ben, moi, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais ce qui vient de se passer, ça peut se lire quand même comme, de la part de Jean-François Copé, un appel à une sorte de, j'appellerais ça une jacquerie militante. Il a invité les militants à se révolter contre les élus, contre ce qu'il appelle les barons, c'est-à-dire les députés, c'est-à-dire tout le monde, en fait, tous les gens qui ne sont pas des simples militants. Et d'ailleurs, cet appel à la révolte, c'est concrétisé dans le vote des motions, puisque il y avait 4 motions. Une motion gaulliste qui fait un score absolument grotesque, pourtant soutenue par des gens importants. Une autre soutenue par les jeunes intellectuels, députés plutôt brillants, qui a aussi un score déplorable. La motion humaniste de Raffarin qui fait un mauvais score. Et celle qui tire son épingle du jeu, c'est une motion qui n'est soutenue que par Pierre Charon et Brice Hortefeux, en gros, voilà, et qui est la fameuse motion droite forte inspirée par Buisson, et dont le moteur est quand même celui-là aussi. Et moi, la question que ça m'amène, je ne sais pas s'il y a des exemples ailleurs, mais cette manière de construire, de prendre le pouvoir dans un parti contre les élites du parti, c'est quand même un peu singulier. Est-ce que c'est un moment tout à fait extraordinaire qui n'a jamais existé, ou bien est-ce qu'il y a des précédents? Est-ce que ça vous rappelle des choses? Moi, je vois pas. Mais... Moi, je pense qu'il faut faire la part de la rhétorique et de la réalité. Hein. C'est-à-dire que, en effet, la stratégie de communication de Jean-François Copé, ça a été cette stratégie, la province contre Paris, la base contre les élites. Mais quand on regarde de près, lui, il est quand même parisien, ou de la région parisienne, et son équipe, il y a aussi des notables. Hein, Jean-Pierre Raffarin est bien un notable de l'UMP, etc. Donc je trouve que certes, ça a été la rhétorique, et d'un certain point de vue, elle a été efficace. Ah oui, il construit son succès là-dessus. Voilà, ouais. Et parce qu'elle s'adresse aux militants, et les militants, ils râlent beaucoup contre le haut, contre Paris, contre le siège, et ils se présentent comme la base, et lui a épousé en fait cette rhétorique, et ça a marché, mais c'est bien la preuve de ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que le fait que l'UMP est aussi une stratégie, est aussi une entreprise fortement marquée par le marketing, par le management, et qui là a créé un produit interne avec des stratégies marketing. Ouais. Moi, je le vois comme ça, quoi. C'est-à-dire, et c'est vrai que ce qui est frappant quand on voit, quand je vous disais le succès de l'UMP, c'est quand même un parti politique qui a fortement fonctionné avec l'imbrication des secteurs de la communication, du management, du marketing. Et ça a toujours été présent dans beaucoup de partis politiques, mais là, c'est très fort. Et cette droite forte, c'est aussi un produit interne de marketing. Ah oui, parce que la droite, c'est quand même 1 militant sur 2 a participé en grosso modo à ce vote. Ça fait donc à peu près 170 000 militants. 27% de ces 170 000 ont voté pour la droite forte, et ça devient un mouvement de fond. Et encore, on ne compte pas les procurations, s'il y en a un paquet. Oui, donc il y a une espèce d'asymétrie. D'ailleurs, il y a c'est un point qui est très intéressant aussi dans le travail de Florence Hegel, et qui peut d'ailleurs nous aider à comprendre, à éclairer en tout cas la réalité d'aujourd'hui, mais qui est un point plus fondamental, je veux dire par là, qui dure, une question qui se pose. C'est la relation entre l'UMP et les militants, qui n'est pas la relation qu'avaient les partis de droite antérieurs et les militants.
Oui. Et on a l'impression que pour un succès militant tout à fait considérable, eu égard à ce qui se passait jusque-là, mais qui reste plutôt inférieur à ce qui se fait ailleurs en Europe, où les grands partis de gouvernement de gauche et de droite ont beaucoup plus de militants que les partis français, de gauche ou de droite d'ailleurs. Donc ça reste impressionnant à l'aune de la France, mais plutôt faible à l'aune de l'Europe, le succès du militantisme, même à l'UMP. On a le sentiment que ce sont les électeurs qui sont oubliés en réalité. Et peut-être même, jusqu'à poser la question, est-ce qu'on peut être encore un parti à vocation majoritaire quand on compte à ce point s'appuyer sur les militants tout en radicalisant le discours? Il y a une espèce de... C'est une tension, là, forte, je trouve, dans la destinée du parti. Oui. C'est curieux, ça, comme... C'est vrai que avant les élections, c'était pas clair, en fait. Moi, je ne savais pas si les militants qui allaient se déplacer voteraient comme les électeurs ou pas. Je pense qu'il y avait une réelle incertitude pour deux raisons. D'une part, parce qu'on ne les connaît pas, hein, ces militants. Il y a très peu d'enquêtes. Et moi, j'ai fait une enquête en 2004, au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy à la tête du parti. Hein. Et d'ailleurs, j'ai fait une enquête, mais c'est la dernière, hein, je pense. Et j'ai fait une enquête en demandant l'aval de la direction du parti. Et à ce moment-là, il y avait la garde montante des sarkozystes et la garde descendante des juppéistes, hein, puisque c'était à l'époque de transition, donc j'avais l'accord des deux. Et je leur ai dit que bon, j'étais vraiment prête à leur présenter mes résultats. Et en fait, ils ne m'ont jamais demandé. Hein, c'est une anecdote, mais c'est pour dire, bon, ça ne les intéressait pas du tout de savoir qui étaient leurs militants. Ce qui les intéressait, c'était les électeurs. En fait, c'était d'avoir des sondages pour gagner, mais pas du tout les électeurs. Et là, à partir du moment où ce sont eux qui ont élu, ou pas encore élu, mais le président, c'est vrai qu'ils sont devenus un élément très important, alors qu'ils ne l'étaient pas. Hein. C'est sûr qu'ils étaient assez méprisés, on en parlait tout à l'heure. En même temps, on pouvait penser que ces militants rejoindraient les électeurs. On pouvait le penser. Pour deux raisons. D'abord parce que, comme ce lien s'est relâché, le lien d'adhésion s'est relâché, qu'on a eu une mobilisation très large, donc des cercles un peu éloignés, de plus en plus éloignés, on pouvait... Le militant qui a un rapport très relâché à l'UMP pouvait être proche d'un électeur. Hein, quand on multiplie par 4... comme ça, il y a une masse de militants. C'est pas le noyau dur des plus farouches, mais ça peut être les cercles les plus éloignés, et donc qui se rapprochent des électeurs. Ça, c'était la première hypothèse qui pouvait conduire à penser qu'on allait avoir des votes proches. Et la deuxième hypothèse, c'était que ces adhérents d'un parti gouvernemental, présidentiel, on pouvait penser qu'ils intégraient le fait qu'il fallait qu'ils choisissent un président, un leader populaire auprès des électeurs, qu'ils avaient eux-mêmes intégré cette dimension. Et c'est vrai que dans la primaire socialiste, on a pu penser que c'était aussi ça qui jouait, c'est-à-dire qu'ils avaient intégré la popularité, en fait, de leur leader. La réponse est non. Hein, en tout cas, elle est pas clairement oui, hein, pour ce qu'on en sait. C'est-à-dire, on ne sait pas trop, je suis d'accord. Mais la réponse, c'est que quand même, ces militants qui se sont déplacés sont relativement différents, en tout cas, que les électeurs, même si on parle de non, mais je peux dire un mot là-dessus. Sont relativement différents, en tout cas, qui sont pas la copie conforme en réalité des électeurs. Et ça, c'était déjà une réponse, c'est déjà un résultat relativement intéressant et qui doit alerter les partis. Et de leur dire, est-ce qu'il faut vraiment qu'on sélectionne nos candidats, qu'on sélectionne nos leaders, qu'on sélectionne nos programmes à partir de militants qui sont assez peu représentatifs des électeurs. Et il y a, pour finir, il y a une assez jolie formule d'un politiste américain qui dit demander aux partis de sélectionner leur programme, leurs candidats par le vote des militants. C'est comme si on demandait à une entreprise qui vend, par exemple, du shampoing, de faire des études marketing sur ses salariés
et non sur les consommateurs. Hein, et leur dire, voilà, je vais façonner mon produit à partir du goût de mes salariés et non pas de mon consommateur. Et voilà, c'est un petit peu la situation. C'est tout à fait ce qui s'est... Enfin, moi, pour avoir suivi cette campagne de A à Z, j'ai en mémoire le jour de l'entrée en campagne de François Fillon qui nous explique, et il est absolument convaincant, les militants ne peuvent pas décider autrement que nos électeurs. Ça n'aurait pas de sens. À ce moment-là, la politique perd tout sens. Et tous ceux qui le rejoignent ont cette conviction-là. Et d'ailleurs, c'est là qu'il faut peut-être faire une petite parenthèse sur ce qui est en train de se passer. C'est qu'au fond, quand même, Fillon, il pense qu'il a fait 55%. Au moins. Et de fait, si on considère uniquement les électeurs qui se sont déplacés, si on enlève les 35 000 procurations, c'est effectivement son score. C'est pas contestable. Enfin, je pense que ce ne sera pas contesté, ça. Mais on a le droit de faire des procurations. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, François Fillon était absolument convaincu. Et même si Copé n'a fait que 45%, c'est déjà une victoire. Mais Fillon était absolument convaincu que la chose était impossible. Et pour moi, le mystère reste entier. Est-ce qu'il avait raison? Alors, il semblerait que non. Effectivement, en faisant une campagne, comme Copé s'est donné les moyens à tous égards, de renverser ce pronostic. Et notamment en renversant, normalement les militants, il me semble, dans la tradition, surtout à droite d'ailleurs, les militants, ils sont derrière leurs élus, ils les aident, ils les poussent, ils font les campagnes avec eux, et là, tout d'un coup, ils sont contre leurs élus. C'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on se trouve encore plus mardi prochain, quand les 2/3 des parlementaires vont demander de nouvelles élections, et que Copé va leur dire non. C'est ça qui va se passer. En même temps, c'est de la part d'un responsable politique, là en l'espèce ce serait François Fillon, le fait d'imaginer que les militants, ceux qui vont voter, parce qu'il y a des militants et puis il y a ceux qui sont allés voter, c'est pas les mêmes, pas forcément les mêmes. Il y a des raisons qui font que la moitié sont allés voter, pas l'autre moitié. Il y a des raisons ordinaires qui sont celles du j'ai pas le temps ou bien j'ai oublié ou ça m'intéresse pas. Mais il doit y avoir aussi des raisons plus explicatives, avec un profil sans doute des participants qui est pas le même que celui des abstentionnistes. Et faire l'hypothèse que les militants qui sont allés voter ont grosso modo le même visage idéologique et social que les électeurs est une hypothèse à risque. Quelqu'un comme un candidat de la droite de gouvernement qui arrive au second tour d'une élection présidentielle, même quand il perd, il réunit entre 16 et 17 millions d'électeurs. On est très très loin des 170 000 et encore moins de la moitié de 170 000. Et si on prend le premier tour, c'est quand même 7-8 millions. Où là, c'est peut-être plus proche, un peu plus proche, c'est 7-8 millions. Donc c'est immense comme différence. Et donc faire l'hypothèse que grosso modo, cette sociologie-là est très ressemblante de celle du militant qui participe est une hypothèse à risque. Et c'était ça aussi, cette espèce d'absurdité consistant à anticiper le résultat d'une élection interne à l'UMP à partir d'enquêtes d'opinion faites sur des individus répondant au titre de l'intérêt et du sympathisant. Mais enfin, c'était très relâché. Ça. Non, mais il faisait l'hypothèse que le militant UMP veut la victoire de l'UMP. Donc il ne peut pas mettre à sa tête le plus impopulaire de ses dirigeants. C'était ça la logique de Fillon. C'est un raisonnement, ça. C'est-à-dire que le militant qui choisit Jean-François Copé est probablement convaincu que Jean-François Copé est le plus à même de gagner l'élection. C'était là où la différence qui quand même est apparue entre on ne choisit pas un candidat présidentiel, mais on choisit un leader de parti, donc le premier des militants, etc. Ça, c'était la campagne, oui. C'est là où ça a dû... Mais c'est intéressant aussi, parce que ça ramène à ce que tu expliques dans ton livre, quand même. D'une certaine manière, chez François Fillon, il y a une espèce de naïveté à l'égard de ce que c'est qu'une organisation politique qu'il n'y a pas chez Jean-François Copé, qui est celui qui a le plus compris. Ce que tu dis dans ton livre, c'est une entreprise inédite dans l'histoire récente des partis politiques français, au moins sous la Ve, c'est très clair. Il y a un succès partitocratique évident, manifeste, la chose est nouvelle. C'est sur un modèle très entrepreneurial, avec une efficacité dont tu as parlé. Celui qui a le plus compris ça, c'est Jean-François Copé, des deux, clairement. Il y a encore cette idée du côté de François Fillon que finalement un parti c'est pas décisif de le contrôler. Voilà, on sent cette double culture quand même. Enfin, c'est deux cultures. Plutôt. Enfin, je sais pas.
Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, je pense que Jean-François Copé adhère à ce qu'est un parti politique à l'ère contemporaine, c'est-à-dire avec la dimension entrepreneuriale, la dimension communication, la dimension marketing, management. Hein. C'est une entreprise qui fait des adhésions, qui fait des électeurs, qui mobilise, et on va prendre tous les outils pour ça. Je pense que tous les moyens, tous les outils, tous les instruments pour arriver à cet objectif. Je pense que du côté de François Fillon, c'est vrai qu'il a toujours raisonné en termes de famille. Hein, donc, c'est vrai que c'est une autre vision du parti politique. N'empêche que François Fillon, il ne faut pas l'oublier, il a quand même eu une trajectoire partisane. Donc, comme tous ces hommes politiques qu'on oublie, c'est-à-dire qu'ils ont occupé dans leur carrière beaucoup de postes partisans, et que François Fillon est quand même celui qui, en 99, s'est présenté à la... Vous savez qu'il y a très peu de cas d'élections compétitives dans la droite française, et quand je dis la droite française, c'est plutôt UMP et ex-RPR. Il y en a une qui a servi de référence, c'était en 99, le seul exemple dont on peut comparer. Et il se trouve que François Fillon était aussi candidat. Donc il n'a jamais négligé quand même cet aspect des choses. Il s'est présenté comme candidat en 99. Et d'ailleurs, Jean-François... D'ailleurs, il a fait un bon score. D'ailleurs, Jean-François Copé, à l'époque, avait soutenu Devedjian. Il y avait Devedjian. Et François, qui avait fait un bon score. Mais ce que je veux dire, c'était assez rare, finalement, dans la culture du RPR, qu'un sous-leader se présente, prenne le risque, en fait, de se présenter. Et il s'est présenté. Donc... Simplement, il a moins cette vision entrepreneuriale, d'entreprise de communication du parti, je pense. Et moi, je sais peut-être les journalistes ont vu, moi, on m'a beaucoup dit qu'il était très méfiant vis-à-vis de la communication. Mais il déteste la communication politique. Donc, c'est plutôt cette dimension-là, je trouve qu'il est différencie. Et c'est maintenant une partie très forte. Ça, tu le montres bien. Oui, c'est une partie très très forte de ce qu'est un parti politique aujourd'hui. Donc, et c'est ça qui est... Oui, la question c'est de savoir à quel prix. Alors effectivement, Copé a sans doute, si on considère qu'il a gagné, l'histoire n'est pas terminée. Enfin, faisons l'hypothèse qu'il arrive à se maintenir. Mais alors la question, ça va être à quel prix. Parce qu'effectivement, et donc il a réussi à déjouer ce pronostic. Mais est-ce que l'UMP y survit? Ça me paraît quand même pas évident. Parce que moi, je vois bien que... quand même construite essentiellement sur, appelons ça la droitisation, mais c'est quand même vrai, l'oubli total, le gaullisme n'existe plus, on est d'accord, c'était vraiment terminé, là. Il était déjà, c'est expliqué dans le livre, le 2002 c'est déjà le commencement de la fin, mais là, 2012 c'est vraiment... Je crois aussi, oui, c'est très net. Pour différentes raisons d'ailleurs, c'est très net. Oui. Alors, moi la question qui se pose, c'est si donc Copé arrive à se maintenir à la tête de l'UMP, est-ce que c'est toujours l'UMP? Ça me paraît pas évident, parce que je vois pas, d'ailleurs ils sont très très mal à l'aise aujourd'hui, les Raffarin et même Châtel, ils sont quand même pas, ils sont pas heureux dans un parti qui est dominé par la rhétorique de Patrick Buisson. C'est pas la disparition du gaullisme qui va les attrister. Non, ça non, ça en effet. Non, mais enfin, ils étaient quand même plus à l'aise avec les gaullistes qu'avec Buisson, à mon avis. Ils avaient un rapport, enfin ils ont toujours eu un rapport compliqué avec ces gens du RPR qui ne les ménageaient pas. Je le signale parce que c'est aussi pour donner à connaître la manière dont Florent Séguel a travaillé. Il y a aussi des verbatims que je trouve très utiles, moi, des entretiens, des propos qui sont rapportés. Bon, il y en a un qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il est consacré à... Il illustre une réflexion et un travail de recherche sur la culture politique de la droite et de l'UMP en particulier. Et c'est une citation de Jean-Michel Fourgousse, qui est un député d'ailleurs toujours aujourd'hui, à l'époque député RPR, en 99 donc pour l'interview, et qui disait « Je pense qu'au RPR, la famille marchande va virer la famille administrative ». Et au fond, avec cette espèce de
Ça, c'est une prévision et un souhait pour Jean-Michel Fourgousse, qui est dans cette conviction qu'il faut émanciper la droite UMP, la droite française, de son étatisme, en quelque sorte. Alors ça, c'est un des mouvements que tu dis observer dans la création de l'UMP, et dans cette fusion. Et il me semblait qu'il y avait là aussi une tension avec la radicalisation. Je ne sais toujours pas comment on peut à la fois radicaliser ce qui me paraît observé et montré dans ton livre, le processus de radicalisation. Droitisation, moi, ça ne me dérange pas. J'ajoute toujours que c'est une droitisation dans une société française qui se droitise, me semble-t-il. Donc c'est un mouvement compliqué, parce que c'est une espèce de surenchère dans une société qui elle-même est plutôt portée à accuser certains traits. Et c'est pas tout à fait la même chose, bien sûr. Mais cette espèce de mouvement d'émancipation, en effet, d'une tradition étatique, alors qu'on ne sent pas toujours très fortement, mais en tout cas est totalement contradictoire avec, ou semble contradictoire avec la radicalisation qui est par ailleurs souvent évoquée. Non? Pas une tension là aussi? Alors c'est vrai que disons la diffusion de la culture marchande, si on reprend les termes de Jean-Michel Fourgousse, on la retrouve à plein d'endroits, en fait, à différents niveaux au sein de l'UMP. On la retrouve dans la sociologie des députés, puisqu'on voit une montée, en fait, des députés chefs d'entreprise, pour le dire vite. On le voit aussi au niveau des adhérents, puisqu'on voit aussi un mouvement, la mobilisation sarkozyste, elle s'est principalement appuyée sur les milieux des chefs d'entreprise et du secteur privé, pour le dire vite. Donc on le voit du point de vue de la sociologie des différents acteurs de ce parti, et puis on le voit aussi du point de vue de la vision du monde. De la vision du monde et de la culture et des repères de ces acteurs partisans, et on l'a vu. Sur le travail présenté par Florence Hegel dans son livre, il y a une présentation très intéressante qui compare la culture politique française de droite avec les cultures politiques européennes. Et nous avons une comparaison qui est notamment fondée sur une étude européenne qui a été faite en 2003 à l'échelle européenne avec les différents pays de l'Europe, et qui montre que, assez paradoxalement, la droite française, les électeurs de droite, il s'agit bien ici des électeurs, sont économiquement plus interventionnistes que les électeurs de droite européens. C'est-à-dire qu'on a en France un électorat de droite qui est beaucoup plus favorable à l'intervention de l'État que la moyenne des électeurs de droite en Europe. Donc un électeur français qui est lui-même plus étatiste que l'ensemble des électeurs de droite européens. Et deuxième grande différence, l'électeur, c'est toujours dans le travail de Florence Hegel, l'électeur français de droite, UMP, est moralement moins rigoriste que la moyenne des électeurs de droite européens. Et donc on a une deuxième différence forte en termes de contenu et de valeur. De la même façon, l'électeur français apparaît comme moins religieux que l'électeur de droite européen moyen. Donc un rapport à la religion qui est plus détaché, où on retrouve une espèce de norme plus française, de sécularisation plus marquée ou de distance plus grande avec la religion. Et de ce point de vue-là, même si la droite française, comme le montre Florence Hegel dans son travail, a avec la religion une relation qui est différente de la gauche et qui est malgré tout plus proche de la religion que la gauche française, dans les comparaisons à l'échelle européenne, la France, l'électeur français de droite apparaît comme moins religieux. Et là où l'électeur français de droite, si vous me suivez, est comparable à l'électeur européen, c'est sur l'immigration, où là on retrouve le même niveau de rejet de l'immigration chez l'électeur français de droite par rapport que chez les électeurs de droite européens moyens, grosso modo. Donc c'est cette espèce de portrait qui fait apparaître... Alors là, il y a certainement des questions de
comment dirais-je, de moments. Peut-être que, je n'en sais rien, moi, peut-être que si l'enquête était refaite aujourd'hui, des différences par rapport à cette enquête-là apparaîtraient. Hein. Mais le fait que nous ayons un électorat de droite en France moins droitier, en quelque sorte, hein. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, moins droitier que l'électorat européen, fait penser que, pour reboucler avec la question, au fond, c'est comme s'il y avait un double risque, cette droitisation, radicalisation. Un risque de rompre avec la vocation majoritaire d'un parti de gouvernement, qui ne va pas forcément trouver une majorité sur des bases d'opinion qui sont radicalisées, et puis la rupture avec une tradition idéologique qui, encore récemment en tout cas, puisque l'enquête était de 2003, hein, c'était le European Social Survey, c'est 2003, c'est pas si vieux que ça, il n'y a pas de raison que ce soit un bouleversement complet, même s'il peut y avoir des changements, montrer que l'électeur français de droite était moins droitier que l'électeur européen de droite, en gros. Donc on a l'impression que voilà, c'est un phénomène comme une... et c'est ton... Justement, je voulais dire, excusez-moi, je voulais justement dire ce point, c'est-à-dire que du point de vue marketing, justement, la droitisation, elle s'est appuyée sur le potentiel de radicalisation de l'électorat. C'est-à-dire que l'électorat de droite était moins à droite, l'électorat français était moins à droite que beaucoup d'autres électorats européens, sauf sur un point, la xénophobie et l'immigration. Et c'est sur ce point-là que c'est... excusez-moi, que c'est noué la radicalisation. Oui, c'est ça. Et que c'est noué la campagne qu'on vient de vivre. Hein, oui, parce que le pain au chocolat, le racisme anti-blanc, ça faisait quand même un tabac hein, dans les meetings de Jean-François Copé. Et c'est ce qui a d'ailleurs provoqué aussi la rupture d'avec... sans doute, serait-il allé de toute manière avec François Fillon, mais François Baroin... Quand il décide de rejoindre François Fillon, c'est à cause de ça. Oui. Donc on retrouve cet élément-là absolument déterminant sur l'ensemble du parcours et qui quand même... alors, ça me permet aussi de poser encore une question, si tu es toujours en l'état de répondre. Je suis désolé de t'infliger ce supplice. Mais oui, bien sûr, tu nous avais dit que tu étais souffrante, mais c'est simplement... c'est le processus de fusion qui porte la thèse du livre, qui se retrouve dans le phénomène de l'UMP, ça suppose quand même... le gaullisme n'existe plus, ça c'est tout à fait frappant et spectaculaire. Il y a une droite libérale, il y a une droite chrétienne-démocrate, il y a une droite sociale... mais il y a des sensibilités malgré tout et des différences. Il y a une droite nostalgique du gaullisme, même si elle n'est plus gaulliste, qui veut conserver une espèce d'alliance entre l'étatisme et l'État-providence, enfin, le social. C'est tout à fait présent encore dans les sensibilités. Mais la fusion suppose de faire disparaître malgré tout ces sensibilités, le processus de fusion. Là aussi, c'est presque une tension de plus, ça. Oui, moi, ce que je pense, c'est que la création d'un parti politique comme la fin d'un parti politique, c'est plus rare, hein. Ça meurt difficilement, mais ne s'explique pas simplement par l'idéologie. Comme d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui à l'UMP, les combats ne peuvent pas être rapporté simplement à des différences d'idéologie. Non, ça c'est sûr. C'est clair. Mais donc, en gros, pour le dire de manière un peu brutale, on ne quitte pas un parti simplement parce qu'on n'est pas d'accord idéologiquement. Il y a plein de partis et de grands partis qui permettent à des gens qui pensent des choses différentes de cohabiter. Hein, au moment où on fait scission, il peut y avoir des raisons idéologiques, il peut y avoir des justifications, des rationalisations idéologiques. Bien sûr, ça existe, hein, je ne nie pas, mais c'est pas souvent le moteur, en fait. Hein, bon. Et dans la création de l'UMP, je trouve ça intéressant de le revoir aujourd'hui, parce que dans cette période de crise, dans la création de l'UMP, il y a certes un rapprochement entre l'UDF et le RPR, et ce rapprochement, on l'a dit, c'est sur l'Europe, c'est ce qui les a rapprochés en 2002. Hein, et beaucoup d'acteurs disent que c'était la condition nécessaire et pas suffisante quand même pour être ensemble.
Mais en réalité, les motivations les plus profondes, c'est les contraintes institutionnelles. Ce ne sont pas les contraintes idéologiques. C'est qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient aux élections législatives à faire des alliances, que ça marchait plutôt bien. Que depuis longtemps, il y avait des coalitions aux élections législatives entre l'UDF et le RPR, et que voilà, ça marchait bien. Et en revanche, qu'il y avait un combat très féroce à l'élection présidentielle et qui se reproduisait. Et c'est autour de cette conjonction entre une logique parlementaire et législative qui marchait plutôt bien, et qui maintenait d'ailleurs un équilibre entre les deux forces, et la violence et la cruauté du combat présidentiel, qui se sont dit il faut créer un parti à la croisée de ces deux logiques. Donc c'était pour moi, la genèse, elle est dans ces contraintes institutionnelles plus que dans des questions vraiment purement idéologiques. Et je trouve que ce qui est intéressant il est intéressant de se rappeler, si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, que la création en 2002 de l'UMP, elle se fait par la constitution d'un groupe parlementaire commun et par la pression que l'on exerce auprès des candidats aux législatives de 2002, pour qu'ils s'inscrivent au groupe parlementaire. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages en disant il y avait une vraie cellule qui appelait tous les candidats, qui leur proposait d'ailleurs de l'argent pour leur campagne, et qui leur disait, vous vous inscrivez au groupe parlementaire, parce que si vous inscrivez au groupe parlementaire, ça nous permet d'avoir la dotation publique et de fonder un parti. Et donc moi, mon hypothèse, c'était que le parti, en 2002, s'est fondé par la centralisation de l'argent, de la dotation publique, par la création du groupe parlementaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant. Parce que là où il commence à se déconstruire, se déliter, peut-être pas, mais en tout cas, on va voir. Bon, en tout cas, où ça commence où justement, il y a des risques de vraiment en session, c'est aussi à partir du groupe parlementaire. Et que dans les commentaires de la vie politique française, on insiste beaucoup, à juste titre, sur la présidentialisation, mais on oublie, et c'est vrai que c'est un mouvement qui, je ne vais pas le nier, mais on oublie que la machinerie, les ressources d'un parti, ce sont les parlementaires. Et je trouve que là, on en a un bon exemple avec la jeunesse de l'UMP, et qu'on voit bien, 10 ans après, que c'est là où il y a le point faible. Et d'ailleurs, on a passé une heure à parler des droites sans évoquer, c'est quand même vexant pour lui, Jean-Louis Borloo, qui est quand même en train de refaire l'UDF. C'est quand même le projet. Pour le moment, ça n'a pas les dimensions, mais c'est quand même, c'est pas tout à fait anecdotique, ce qui se passe autour de Borloo en ce moment. Non, c'est un bon test d'ailleurs. On peut terminer là-dessus parce que l'heure s'est écoulée. C'est un bon test peut-être de voir si l'UDI parvient à s'organiser, à se structurer par rapport au projet qui a été celui de l'UMP, qui était de ne plus avoir ce type de voisin au fond, sinon de façon très marginale. Et là, me semble-t-il, la différence entre Borloo et Bayrou, c'est que Bayrou a quand même beaucoup misé sur la présidentialisation et sur l'élection présidentielle, et que Borloo semble quand même être plus attentif à l'aspect parlementaire et législatif et municipal. Et municipal, pardon, et local. Donc c'est bon, les deux ont ils ont toujours la présidentielle en tête, mais il a bien pris en compte le fait qu'il fallait d'abord avoir des élus locaux et des parlementaires. Merci pour cette résistance héroïque aux microbes. J'espère que je ne vous ai pas tout. Merci beaucoup en tout cas. Merci.